Ce webinaire a été créé avec le concours d'ADN Tourisme. De manière plus globale, ils sont partenaires de Clé Verte et Pavillon Bleu. Ils siègent à notre jury. Et donc, pour la création de ce webinaire, ils ont mobilisé leur réseau. Donc, on les remercie. Ensuite, une petite présentation de Terragir. Donc, Terragir est une association reconnue d'intérêt général. Donc, ce webinaire est organisé par le pôle tourisme de Terragir, donc c'est Clé Verte et Pavillon Bleu. Et donc Terragir est une association reconnue d'intérêt général qui œuvre depuis 40 ans pour l'éducation au développement durable et qui est un membre fondateur du réseau des fondations pour l'éducation à l'environnement. Donc ce réseau qui est la FI rassemble aujourd'hui plus de 80 pays et a axé sa stratégie sur 3 points principaux, qui sont la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité et la lutte contre les pollutions sous toutes leurs formes. Donc, Terragir souhaite contribuer à faire comprendre que les enjeux environnementaux, sociaux et économiques sont interdépendants. Et donc, c'est dans ce cadre que Terragir a construit un partenariat avec l'Agence française de développement pour faire connaître les 17 ODD, donc Objectifs de développement durable. Et donc, c'est dans ce cadre qu'a lieu ce premier webinaire d'une série de 3, qui auront tous pour thématique les ressources en eau, et qui sont particulièrement emblématiques de l'interdépendance des enjeux. On a choisi de faire un webinaire sur les enjeux de l'eau parce que c'est une problématique majeure pour de nombreux territoires en France. C'est un sujet d'autant qu'il y a des prélèvements importants en eau qui ont lieu en été lorsque les nappes phréatiques sont au plus bas, et donc la disponibilité est la plus faible. Et le tourisme exerce une augmentation de la consommation d'eau, et donc il y a une réelle pression sur ces nappes. Donc on s'est demandé quelles sont les stratégies qui peuvent être employées et envisagées par les territoires touristiques pour une gestion durable de la ressource en eau. Et donc, pour traiter de cette problématique, on reçoit 3 intervenants. Donc, Caroline Muller du département de l'Hérault, Christophe Piana du syndicat mixte d'aménagement et de développement de Serponçon et Fanny Faucon du Pays Sud toulousain. Donc, chacun vont nous parler de ce qu'ils ont pu mettre en place sur leur territoire pour gérer ces enjeux. Donc, je laisse la parole à Madame Muller. Bien, écoutez, merci de cette invitation. Donc, je vais effectivement témoigner de ce qui est des dynamiques en place sur le territoire du département de l'Hérault. Donc, déjà, peut-être une brève présentation de notre département et des problématiques de l'eau et d'une politique très volontariste, et ça depuis plusieurs décennies. Hein. Le département de l'Hérault, il est encore très fortement mobilisé aux côtés des acteurs locaux. Alors attendez, parce que je sens que ça bloque. Je n'arrive pas à passer là. Ah, c'est bon. Le département, oui, reste une entité très fortement mobilisée. Hein, depuis la loi NOTRe, il y a eu un peu un éclatement des compétences, mais on est vraiment sur un territoire qui reste un acteur majeur, donc aux côtés des autres acteurs, hein, que sont évidemment la région et l'agence de l'eau, mais aussi les syndicats de gestion par bassin versant, qui couvrent la quasi-intégralité du territoire héroltais. Donc la gestion de l'eau, elle est prise en charge, on va dire, depuis déjà un certain temps par ces structures. Le département lui-même, il a plusieurs bras de levier pour agir en faveur de la gestion de l'eau et de la préservation des ressources. D'abord parce qu'il est gestionnaire lui-même de grandes infrastructures, de barrages, alors un peu moins imposant que celui de Serponçon, mais le barrage des Olivettes, bon, sont quand même des ouvrages qui nous permettent à la fois de prévenir les crues, minimiser les crues, et puis aussi de faire du soutien d'étiage voilà, pour nos cours d'eau qui sont quand même des cours d'eau côtiers menacés un petit peu par des étiages, des niveaux très bas. Comme je vous l'ai évoqué, bon, le département est couvert par des syndicats de gestion
par bassin versant, donc des EPTB, et le département reste membre, donc il est aussi fortement impliqué dans la gouvernance, dans les activités de ces syndicats qu'il finance et dont il est membre. Il aide directement des collectivités, alors sur le petit cycle de l'eau, bien évidemment, eau potable, assainissement, mais aussi sur le grand cycle, avec la maîtrise des inondations, la gestion des milieux, et puis il intervient aussi sur le développement de l'irrigation, et par exemple là, sur la substitution avec des réseaux d'eau brute qu'il développe et qu'il tire sur tout le littoral pour soulager certaines ressources. Donc on a beaucoup de ressources très différentes et essentiellement souterraines dans l'Hérault, mais on peut aussi voilà, tirer des tuyaux, et c'est le cas de l'eau du Rhône qui nous permet d'approvisionner en eau brute jusqu'à Narbonne. Voilà. Après, on fait de l'assistance aux collectivités avec Hérault Ingénierie, donc une régie. On fait des recherches d'eau pour les collectivités. On fait des suivis à la fois sur les niveaux des ressources souterraines, mais aussi la qualité des eaux de surface. Et enfin, on est très fortement impliqué dans les fameux SAGE, les PGRE. Alors, on parle plutôt de PTGE maintenant, mais des instruments de planification et évidemment des schémas départementaux, parmi lesquels, en dehors de la gestion de l'eau, on a aussi un schéma départemental tourisme durable qui a été clairement identifié et fléché vers davantage de développement durable pour cette stratégie 2022-2028. Et donc les économies d'eau sont quand même assez prioritaires, puisque ça peut être un facteur limitant du développement des infrastructures touristiques, camping essentiellement, mais aussi hôtellerie, bien sûr. Et on verra, ça peut aussi pénaliser les milieux. Donc le département, vous l'avez compris dans le titre, il agit à la fois pour préserver les usages, mais et pour garantir les usages qui sont essentiellement des usages eau potable, hein, domestiques, et puis irrigation. On n'a pas beaucoup d'industrie. Et il le fait toujours dans le souci de préserver la qualité des ressources en eau et le maintien de suffisamment d'eau dans les milieux, hein, dans les cours d'eau. Alors, quelques mots de cette nappe astienne dont on va parler, qu'on va évoquer, et qui effectivement est le cœur de pas mal de dynamiques assez pionnières, on dira, hein, reconnues au niveau de l'Agence de l'eau, par exemple, au niveau du ministère. Donc, cette nappe, bon, c'est une nappe effectivement souterraine qui est située sur le littoral. Nous sommes un département côtier, qui est situé entre Sète et Béziers, qui accueille beaucoup de touristes en été. Et on a à la fois un problème de concentration des besoins et des prélèvements en été et à l'aval des... Madame Muller, Oui. est-ce que vous avez la possibilité juste de mettre en grand écran votre diapositive? Parce que dans le chat, on nous dit que votre affichage est celui présentateur et c'est... Alors, c'est bien parce que c'est pas une présentation normale aussi que j'ai. C'est... Mettez voilà, masquer le mode présentateur. Non, pas au-dessus. Voilà. Comme ça? Ah, c'est bon? Oui, super, merci. Excusez-moi. Voilà, donc je vous parlais de cette nappe donc souterraine qui est menacée par des intrusions d'eau salée du fait de surprélèvement. Elle est classée en zone de répartition des eaux, ce qui est une spécificité, pas une spécificité, donc il y a pas, toutes les ressources souterraines ne sont pas classées ZRE, ce qui leur donne comment dire, une protection particulière, puisque du coup, elles sont soutenues, ou du moins protégées par l'interdiction de nouveaux prélèvements avec de nouveaux forages. Elles ont fait l'objet aussi de révision des autorisations de prélèvement. Donc, tous les usagers ont été passés au crible, et c'est quand même une lourde tâche de la part de la DDTM qui est encore en cours. Toutes les collectivités, hôtellerie de plein air, agriculteurs, enfin tous les usagers doivent déclarer leur prélèvement et font l'objet d'un processus de révision, donc avec des objectifs d'économie d'eau associés. Et c'est dans ce cadre-là, avec aussi un nouvel arrêté cadre sécheresse, hein, comme tous les départements de France, enfin la plupart ont eu une révision de leur arrêté cadre sécheresse, là, celui qui impose des restrictions. Donc nous, il faut savoir que quand même ces restrictions, maintenant, elles s'imposent quasiment pendant toute l'année. On en a eu jusqu'au mois d'avril.
avec des secteurs en crise, des bassins en crise, quasiment jusqu'au mois d'avril cette année, donc notamment le bassin de la Napastienne. Donc on a des fortes contraintes, hein, autour des prélèvements et autour de l'usage de l'eau. Ce qui nous amène à des conflits d'usage. Et puis récemment, je ne sais pas si vous avez pu voir ce reportage sur TF1 qui illustrait les conflits d'usage entre agriculteurs et hôtellerie de plein air du côté d'Argelès. Bon, nous, on est à peu près dans la même situation, hein, parce que les PO, l'Aude et le Biterrois, hein, donc le secteur, le côté sud de l'Hérault, sont effectivement sur des niveaux et des menaces assez importantes. Donc, je voulais vous parler de l'hôtellerie de plein air parce que c'est effectivement les usagers les plus importants sur ce territoire et où il y a quand même un potentiel d'économie d'eau important. Pourquoi un potentiel d'économie d'eau important? C'est parce que on est, je vous l'ai dit, sur une nappe quasiment affleurante. Donc, les forages privés et les forages des campings sont très nombreux. Donc, la profession n'a pas payé l'eau pendant très longtemps, sauf la redevance et voilà, un coût très modique, ce qui explique aussi qu'on est parti de loin avec une non-responsabilisation, beaucoup de fuites. Maintenant, effectivement, avec la révision des autorisations de prélèvement, il y a un contexte réglementaire qui force un petit peu la profession à agir. Bien entendu, il y a aussi la demande de la clientèle et puis il y a une responsabilisation naturelle aussi, hein, de la part des gestionnaires. C'est un mouvement d'ensemble qu'il faut saluer. Pourquoi j'ai mis situation contrastée? Elle est en regard de la gestion de l'eau, parce qu'effectivement, certains font des efforts depuis un certain temps, d'autres n'en font pas et n'en font toujours pas assez. Et sur la question des espaces verts, puisque c'est un peu ce qu'illustre cette diapo, on a aussi, on va dire, une situation contrastée parce que les espaces verts ne sont pas tous économes ou alors tous satisfaisants du point de vue du cadre d'accueil. Bon, mais ce n'est pas le sujet principal. Je reviendrai à la fin de la présentation quand même parce que c'est un axe qu'on a choisi de travailler avec la profession et Aérotourisme et le CAE, c'est le réaménagement des espaces verts plus économes en eau. Donc, je vous parlais de cette nappe. Quand on parle de la Napastienne, on parle forcément du syndicat qui la gère depuis 1990. Hein, c'est un acteur majeur et qui, effectivement, est un peu pionnier sur des PGRE, certains labels d'économie d'eau qu'il a d'ailleurs mis en place depuis plus de 10 ans auprès des communes elles-mêmes qui font des efforts pour économiser l'eau. Donc, elle agit aussi auprès de la profession, l'hôtellerie de plein air, bien sûr, et tous les autres usagers. Je vous parlais de contraintes réglementaires, effectivement, ça c'est lié au SAGE en cours qui interdit les nouveaux forages, donc ça limite quand même maintenant les menaces. La révision des autorisations de prélèvement, je vous en ai parlé, qui impose aussi, alors du coup, la télétransmission des compteurs des forages. Là, on peut suivre les prélèvements et c'est beaucoup plus facile d'anticiper et de mettre, par exemple, des niveaux de restriction, de passer en crise si on sent que les prélèvements sont trop importants. Maintenant, il y a aussi des dispositifs contractuels, parmi lesquels le contrat de nappe, le quatrième d'ailleurs, je vous ai mis le troisième, mais c'est le quatrième, qui est en cours, qui a fléché pour 14 millions d'investissements les efforts à fournir par la profession de l'hôtellerie de plein air. Donc c'est quand même, alors en matière de maîtrise des fuites dans les réseaux, hein, parce que ce sont des grands villages, hein, chez nous les campings, hein, il y en a qui accueillent 10 000 habitants, 10 000 touristes pendant l'été. Ce sont des grands villages qui ont aussi des fuites comme les communes. On a aussi évidemment des actions sur les espaces verts, mais aussi sur les piscines, le recyclage des eaux de piscine, des actions de sensibilisation, de communication de la clientèle, des agents eux-mêmes. Voilà, donc tout un panel d'actions qui est effectivement soutenu très fortement, puisque 80% d'aides publiques pour financer ces plans d'action, alors qu'ils sont individualisés. Je vous parlais de la révision des autorisations de prélèvement. Le corollaire, c'est que chaque établissement individuellement a dû
définir un plan d'action pour prouver comment il allait atteindre les objectifs de réduction de ces prélèvements. Et donc tout ça, ça a bien été quantifié et l'agence de l'eau, la région, le département financent effectivement à hauteur de 80% pour soutenir ces efforts parce que bon, bah, à côté de ça, l'hôtellerie de plein air, elle a à faire face à des contraintes aussi sur l'incendie, sur d'autres sujets. Donc il y a quand même une aide massive. Ce qu'on peut dire aujourd'hui du retour d'expérience sur déjà les 3 ans de mise en œuvre de ce quatrième contrat, c'est une certaine inertie quand même de la profession. D'abord, pour que ça bouge, il a fallu effectivement qu'il y ait cette épée de Damoclès et bon, la menace de la part de la DDSM de couper le robinet. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. En théorie, si effectivement les campings ne jouent pas, ne respectent pas leur autorisation de prélèvement, ils peuvent se voir couper l'eau. Bon. Donc c'est quand même une menace. Ensuite, des financements massifs, mais malgré cela, et effectivement des actions, des plans d'action qui se sont mis tranquillement en œuvre. Maintenant, bon, la dynamique est enclenchée, on peut s'en réjouir. Bon, à l'inverse, on peut aussi de noter que dans ce dispositif, puisque je vous parlais de financement public, mais il y a une certaine rigueur, et on avait notamment trois voies par lesquelles les campings devaient déposer leur demande de subvention. Bon, c'est vrai qu'un dossier unique aurait été peut-être plus facilitant pour eux, donc ça explique aussi cette inertie. Donc il y a un certain formalisme, une certaine lourdeur, et on a dû dissocier aussi la partie financement des études de la partie des travaux, puisque ben, en fait les travaux, réparation de fuite, ça dépendait aussi des études, donc on a dissocié, mais en fait, concrètement, les campings, ces établissements, quand ils dénotent, quand ils étudient et ils identifient des fuites, ils les réparent de suite. Ils ne vont pas faire une demande de subvention pour avoir 6 mois après de délai pour une réponse, etc., etc. Donc, dans les faits, ça n'a pas très bien fonctionné, mais ça fait partie des retours d'expérience dont il faut tenir compte pour la suite ou sur d'autres territoires. Après, des injonctions contradictoires par rapport à l'objectif d'économie d'eau, hein. C'est par exemple les traitements des chloramines. Alors, bon, c'est vrai que on veut traiter comment dire, pour faire face aux risques de contamination bactériaux, on demande des renouvellements. Voilà, il y a des injonctions qui sont contre finalement l'économie d'eau, puisque on renouvelle plus souvent l'eau. Ben, les injonctions pour la sécurité incendie. Alors, on veut à la fois lutter contre les eaux de chaleur avec du verdissement et de la plantation, mais à la fois ça occasionne aussi évidemment des surconsommations, en tout cas les 3 premières années, puisqu'on essaie de planter méditerranéen chez nous le plus possible et on l'encourage, bien entendu. Enfin, c'est la condition d'ailleurs sine qua non au financement, bien entendu. Après, voilà, on essaye de travailler avec notamment les autorités sanitaires pour assouplir, par exemple, la réutilisation des eaux traitées, celles des piscines ou celles. Alors, en sortie des stations d'épuration, c'est pas tout à fait le sujet, puisque là, on est sur des campings. Mais voilà, essayer au maximum de faire du recyclage des eaux ou de la récupération en toiture des eaux de pluie pour éviter d'utiliser de l'eau potable là où il n'y en a pas besoin. Voilà, donc. Enfin, la résistance des professionnels, alors à la fois résistance et à la fois, il faudrait peut-être être plus positif, c'est que c'est aussi une demande de la clientèle, hein, donc peut-être il faudrait nuancer ce propos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la clientèle demande, à avoir des campings qui les accueillent, qui soient responsables écologiquement. Donc il y a aussi beaucoup d'efforts faits, pour répondre à cette, demande-là. Aujourd'hui, on a des résultats de financement qui sont mitigés, qui sont moindres par rapport à ce qui était escompté, mais ce sont quand même des aides qui ont permis à un certain nombre d'établissements, et ça n'est pas fini, vraiment d'enclencher une bonne dynamique. Et les objectifs en termes de résultats, on va les voir. Attendez, parce que du coup, pour passer à la diapo suivante. C'est un peu plus compliqué puisque j'ai plus le. Attendez. Hop. Je cherche le curseur pour. Je n'arrive même pas à revenir en arrière, hein. Alors,
je sais pas comment. Ah voilà. Donc le bilan, il est encourageant, il est encourageant du point de vue des prélèvements qui ont baissé et qui ne dépassent plus que de 16%, alors qu'ils étaient à 41% au-dessus on va dire, des volumes, comment dire, prélevables, hein, c'est comme ça qu'on qu'on en parle, c'est-à-dire qu'au début, en 2012, on a défini le volume prélevable dans cette nappe. Euh, voilà, donc on a fait des beaux efforts. Si on regarde établissement par établissement, on a aussi un ratio moyen ramené à la nuitée, bien entendu, sinon ça ne voudrait rien dire, qui est aussi plus positif. Donc on était à 355 litres par nuitée en 2019, il est maintenant de 274. Donc c'est évidemment une moyenne. On voit qu'il y a une forte variabilité. En bas à droite, hein, c'est 44 campings pour lesquels on a des données, des jeux de données. Et on voit qu'il y en a encore qui sont qui sont très hauts, mais la plupart ont quand même baissé. Et alors 274 litres par nuitée, pour donner une comparaison, en France, on dit qu'un ménage, enfin un habitant consomme 150 litres par jour. Voilà. Bon, ça donne une idée, mais c'est sûr que le touriste, il se douche un peu plus que les habitants. Euh, Après, parmi les résultats intéressants, il y a les campagnes de recherche de fuite, hein, qui effectivement maintenant se multiplient, la réalisation des eaux de piscine, bon, beaucoup d'actions. On en a aussi d'autres que peut-être concernent plus les politiques publiques, hein. La tarification saisonnière peut être un bras de levier sur les communes littorales. Il n'a pas forcément fait ses preuves sur les bilans qu'on nous on a fait, mais ces bilans sont un petit peu peut-être un peu vieux. Euh, Aujourd'hui, on peut essayer effectivement de faire, comment dire, que ce soit le touriste qui paye l'eau, en tout cas, qui voit dans son tarif de nuitée appliqué le prix de l'eau de ce qu'il aura consommé. Bon. Sinon, je vous évoquais effectivement j'en finis avec ça, sur la question des espaces verts qui sont un poste assez consommateur en eau, en tout cas de l'ordre de 15 à 20% chez nous, à peu près. En baisse parce qu'on essaye de choisir justement des plants plus adaptés à la sécheresse. Euh, Depuis 2013, pardon, depuis 2018, c'est quand même un peu plus récent, on a, à la faveur d'un projet européen qui s'appelait Castwater, dédié à la gestion de l'eau en contexte touristique littoral, on a entrepris un certain nombre d'actions avec le CAUE, avec Aérotourisme, avec surtout la Fédération de l'hôtellerie de plein air, hein, donc la profession elle-même, pour essayer de se pencher sur la question des espaces verts des campings. En fait, il nous intéresse d'une part parce qu'effectivement, il y a un gisement d'économie d'eau, mais aussi parce que c'est un cadre d'accueil des touristes et qu'il mérite d'être embelli, dans certains cas. Euh, il est aussi, comment dire, il est aussi favorable à la biodiversité il abrite du fleurissement, qu'il est diversifié. Donc, pour toutes ces raisons, le département a souhaité d'abord réaliser des audits pour voir un petit peu quel était l'état de la situation. Donc, il a financé un certain nombre d'audits très, très détaillés pour certains campings volontaires. Donc, et fort de ses retours d'expérience et de toute cette matière, il a édité un guide qui est adapté à la gestion des espaces verts en contexte littoral, parce que c'est quand même assez spécifique. Nous, on a aussi des campings de l'arrière-pays, hein, qui sont plus cévenols, moins méditerranéens. Mais pour ce guide, voilà, il a été diffusé à toute la profession, à tous les établissements situés sur les communes littorales. Voilà, on le réédite régulièrement, on va le rééditer encore cette année. On va d'ailleurs compléter la gamme des guides pour cibler ceux qui sont dans l'arrière-pays sur la plaine, d'une part, et dans l'arrière-pays d'autre part, avec d'autres substrats, Et on va lancer un appel à projet, on le lance, on lance un appel à projet pour être cette fois-ci en accompagnement vraiment des actions, des travaux par les établissements, pour être dans l'opérationnel, mais toujours avec une connotation, enfin, un caractère innovant exigé, c'est-à-dire, par exemple, travailler des couvre-sols, qui soient plus résistants au piétinement, hein, sur les emplacements nus ou même sur les emplacements de mobil-home.
mais pas du gazon, pour fleurir les haies, pour renouveler plus judicieusement toutes les strates arborées qui, pour certaines, sont menacées, hein. Le palmier, il est condamné quasiment chez nous. Les peupliers sont en fin de vie. Les éléagnus, voilà, vont peut-être avoir des problèmes sanitaires. Il faut aussi anticiper toutes ces problématiques sanitaires parce que quand vous avez une menace, tout d'un coup, vous avez un désert dans votre camping. Donc, il faut nécessairement y intervenir. Et c'est le but de toutes ces actions sont d'être dans la prévention et d'accompagner au mieux avec des professionnels. Il y a aussi la Frodon, qui est un acteur majeur chez nous, qui accompagne les établissements, la Fédération de l'hôtellerie de plein air, voilà, qui est maintenant un agent dédié aussi sur le développement touristique durable. Voilà un petit peu tous ces acteurs. On essaye voilà, d'impulser des dynamiques mais ça prend du temps. Voilà, ce que je voulais un petit peu vous exposer concernant les dynamiques sur le territoire héroltais et à votre disposition pour répondre à vos questionnements. Merci beaucoup, Madame Muller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le chat, on les reprendra à la fin. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur Piana. Je me présente en quelques mots. Donc, Christophe Piana, je suis directeur du syndicat d'aménagement du lac de Serre-Ponçon, qui est un établissement public qui a été créé voici quelques années, puisque il date de 97. Ceci étant, lorsque je vous aurais dit que les statuts proches de ceux qu'on connaît actuellement ont été portés en 2003, qu'ils n'ont été appliqués qu'en 2008, et que l'ensemble des collectivités riveraines du lac ne nous auront rejoints qu'en 2018, notre existence sur la retenue est au final assez récente lorsqu'on considère un barrage qui a été mis en eau en 1960. L'action du syndicat donc, se centre sur la question de l'aménagement et de la gestion touristique et environnementale du lac, est forcément dépendant directement de la ressource en eau. La question du changement climatique nous frappe directement, et notamment l'actualité récente. Elle a largement ébranlé certaines certitudes d'acteurs du territoire après la sécheresse connue à l'échelle nationale en 2022, ce qui a effectivement conduit à réexaminer les perspectives de développement que nous pouvions effectivement envisager à moyen et long terme sur notre territoire. Ceux parmi vous qui ne connaîtraient pas notre territoire, c'est encore la plus grande retenue hydroélectrique métropolitaine, la seconde en Europe après le barrage d'Alqueva au Portugal. Donc c'est un emblème effectivement à la fois des 30 Glorieuses, où la technique permettait beaucoup de choses, et dans un contexte de décarbonation des productions énergétiques, un outil d'une grande modernité vis-à-vis des priorités nationales actuelles. La retenue, donc, qui est un espace de 2800 hectares à Côte-Pleine, 1 milliard 280 millions de mètres cubes de capacité maximale et 90 km de berge. Donc, c'est un gros bébé, en d'autres termes. Elle est d'abord pensée pour satisfaire aux besoins nombreux des territoires aval, fournir bien évidemment de l'eau potable à près de 3 millions de personnes, assurer l'alimentation en eau agricole et industrielle. Pour ce qui relève de l'eau agricole, c'est près de 80 000 hectares, hein, du comte à Venessin à la plaine de Crau, qui sont effectivement sécurisés à partir d'un réservoir agricole qui totalise entre le 1er juillet et le 30 septembre 200 millions de mètres cubes de possibilités de déstockage. Et puis, c'est bien évidemment la production énergétique, Serre-Ponçon pilotant les 13 usines qui se situent effectivement à l'aval du barrage, en fournissant l'équivalent du besoin de un peu plus de 2 millions de personnes.
Plus récemment, à partir des années 70-80, la retenue est devenue un outil essentiel à la vie économique locale, puisque notre espace agrège à lui seul près de 40% de l'activité touristique estivale du seul département des Hautes-Alpes. La retenue se situant à raison d'un tiers sur le département des Alpes-de-Provence et de 2 tiers sur le département Haut-Alpin. Le syndicat que j'ai l'honneur de diriger, agrégeant ces 2 départements ainsi que les 3 intercommunalités riveraines de la retenue. Pour donc constituer aujourd'hui une destination nautique à part entière où on retrouve l'ensemble des sports et des loisirs connus sur le littoral maritime, hein, de la baignade, au jet ski, à la voile, etc. La retenue s'est progressivement dotée, par l'intervention du syndicat notamment, d'une infrastructure qui lui permet effectivement de développer et d'assumer cette activité, 12 ports, un peu plus de 1250 places de port, 8 plages publiques, toutes labellisées Pavillon Bleu. J'en profite pour effectivement saluer l'association Terragir, auprès de laquelle nous sommes particulièrement fidèles. 6 cales mises à l'eau et donc 1500 emplois directs qui travaillent chaque été sur les rives et sur le plan d'eau de Serponçon. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, cet acquis, on va le considérer comme tel, qui est vraiment indispensable à nos économies alpines. Hein. Le département des Hautes-Alpes, c'est 140 000 habitants et on considère que ces habitants dépendent à raison de 70 à 80% de l'économie touristique, de manière directe ou indirecte. Donc, on considère effectivement que dans ce grand tout, Serponçon recouvre une place véritablement centrale, notamment dans une perspective d'inquiétude réelle sur la destinée à moyen et long terme des sports d'hiver et des stations d'altitude, dont on sait que le réchauffement climatique menace la durabilité. L'été 2022, pour ceux qui en doutaient, confirme malheureusement que sécheresse hivernale et donc difficulté d'exploitation des stations de ski peut malheureusement se cumuler avec une difficulté tout aussi forte l'été sur les lacs de barrage, avec une possibilité de constituer des réserves qui se trouvent très largement obérées. Donc 2022, comme partout en France, un déficit accru de précipitations, un déstockage très important pour répondre aux besoins de l'aval en termes notamment d'agriculture, enfin de consommation d'eau agricole, et donc une saison estivale qui va débuter avec quasiment 10 mètres de marnage dans la retenue pour finir avec 20 mètres de baisse de hauteur d'eau dans le réservoir, ce qui pour nous est effectivement très compliqué puisque par convention avec EDF, l'engagement du concessionnaire depuis 2008 est de limiter le marnage estival, normalement en fonction effectivement des conditions météorologiques, à 5 mètres maximum entre le 1er juillet et le 31 août. Donc on se retrouve en 2022 dans une situation effectivement qu'on n'avait pas connue depuis 32 ans, je crois, et qui fragilise considérablement la capacité à recevoir du monde et à faire travailler des acteurs professionnels sur notre territoire. Donc, malgré l'installation de dispositifs provisoires, des pontons mobiles, des accès à l'eau provisoires, nous avons dû fermer 2 plages sur les 8 et 80 à 90% des plaisanciers ont dû effectivement plier bagages avant la fin de l'année, faute d'anneaux disponibles sur le lac. Bien sûr, s'ensuit une baisse de la fréquentation et une perte financière du territoire qui, pour les acteurs professionnels, s'établit entre 30 et 50% des chiffres d'affaires, ce qui est assez considérable. Cette épreuve, si j'ose dire, a accéléré quelque chose que nous avions déjà en tête depuis plusieurs années, l'adaptation au marnage, et quelque part dans l'ADN
de l'établissement public, puisque c'est l'avis de la retenue. La retenue peut effectivement connaître des baisses l'hiver et plutôt au printemps d'ailleurs, qui théoriquement peuvent atteindre 56 mètres de hauteur d'eau. Dans l'histoire récente, c'est 50 mètres, le record date de 2018, c'est pas si vieux. Et donc, ceci, quelque part, est quelque chose de relativement intégré. Là où c'est nouveau, c'est que nous envisageons désormais que ces baisses puissent être effectivement plus fréquentes et plus fortes sur la période estivale, là où effectivement, normalement, notre marée est relativement limitée. Plutôt que d'exercer une pression exclusive à l'endroit des territoires aval, consommateurs de la ressource, elle est intervenue, je vous l'affirme également, et donc il y a eu dans la négociation un arrêté cadre interdépartemental arbitré par le préfet qui permettent effectivement de créer de la solidarité aval-amont. L'idée a été aussi de prendre son destin en main et de faire en sorte de voir comment, dans ce contexte de réchauffement climatique, d'incertitude, nous puissions faire en sorte que cette menace soit plutôt une force pour repenser notre modèle et le sécuriser sur le long terme. Donc, cette démarche s'est adossée d'abord sur une concertation citoyenne où nous avons pu effectivement tester les ambitions qui avaient été fixées politiquement, qui ne sont pas très savantes, qui consistent à voir dans quelle mesure atténuer le réchauffement climatique sur notre territoire, en d'autres termes, comment essayer de décarboner notre économie touristique, adapter son infrastructure parce que, quoi que nous fassions, nous allons avoir droit de temps à autre à un aléa climatique qui va effectivement questionner notre modèle. C'est ce que j'expliquais sur l'année 2022. Et puis, essayer de diversifier ces atouts en direction d'activités moins dépendantes du niveau d'eau. Donc, ces ambitions ont été effectivement partagées avec le plus grand nombre à travers un site internet dédié qui a fait l'objet de questionnaires en ligne. Et nous avons été, malgré une démarche très rapide, assez intéressés par le nombre de retours, puisque près de 500 questionnaires nous ont été retournés. Alors, ça peut paraître faible par rapport à la population résidente que j'évoquais tout à l'heure, c'est assez important, d'autant plus important que le questionnaire lui-même réclamait une demi-heure à une heure afin d'être dûment rempli. Une fois que ceci a été fait, l'idée a été de tracer concrètement la route sur le territoire en associant effectivement des experts, alors le CLE des Hautes-Alpes, nos partenaires institutionnels des EPCI, départements et régions, et puis l'Union des ports de plaisance, le syndicat des professionnels de la retenue, bien évidemment EDF, concessionnaire du lac, etc., etc. Donc tout ceci a été fait pour effectivement donner, je veux dire, corps à nos trois ambitions. Alors, je vais aller assez vite en la matière. La déception sera sans doute de ne pas pouvoir être très concret dans mon propos, mais je vous rassure, tout ça a été expressément décliné, puisque au terme du plan de résilience qui a été validé en fin d'année dernière, ce sont 77 opérations qui représentent environ 33 millions d'euros de projets qui ont été validés, avec une première tranche, pour être un peu concret et pragmatique, d'une petite quinzaine, enfin une grosse quinzaine de millions d'euros, pour 43 opérations qui a été retenue. Donc nous sommes actuellement en train de boucler un plan de financement pour nous permettre sur 5 ans de mettre en place effectivement cette première tranche ambitieuse. Alors en quelques mots sur l'axe 1 pour ce qui relève de la lutte contre le réchauffement climatique, l'idée c'est de travailler sur des logiques renforçant la biodiversité, donc qui est fort, je vais dire, perturbée dans un ouvrage industriel comme le nôtre, avec des expérimentations de mise en place de pontons végétalisés, avec un partenariat avec le Conservatoire du littoral qui permet d'équilibrer une politique globale de développement et d'aménagement assumée par le syndicat mixte et de protection des rives par de l'acquisition foncière, etc., etc. Il s'agit, et c'est un point central, également de développer la mobilité douce sur les rives du lac et éviter
que nos visiteurs prennent la voiture pour se rendre d'un site à l'autre, par exemple, ce qui se passe actuellement, et puis soutenir la transition énergétique en essayant de faire évoluer nos motorisations qui, pour l'essentiel, sont quasiment toutes aujourd'hui des motorisations thermiques, vers, pourquoi pas, du bioéthanol, et puis de manière plus immédiate encore vers des motorisations électriques. Bien évidemment, le soutien aux activités voiles ne cesse de se poursuivre. L'axe 2, qui est plutôt le volet de l'adaptation, qui est le cœur du sujet, consiste, que ce soit sur les plages ou les ports, à descendre nos infrastructures de telle manière à ce qu'elles puissent effectivement fonctionner sur des hauteurs d'eau bien plus conséquentes. Aujourd'hui, je vous l'avais indiqué, le point d'équilibre globalement permet de travailler avec 100 mètres de baisse de hauteur d'eau. L'objectif est d'assumer partout où c'est possible une adaptation jusqu'à 15 mètres de marnage, ce qui représente un effort considérable qui amène, et je vous le dis, à des adaptations et des innovations assez notables, parce que des ports qui bougent ou qui effectivement ont cette capacité-là de travailler sur des hauteurs d'eau aussi importantes et variables, c'est pas simple à réaliser. Ça l'est un peu plus pour ce qui relève des plages où on se baigne ou des plages dites nautiques, à savoir celles où on pratique des activités de voile légère. Bien évidemment, au-delà du port lui-même, il y a l'ensemble de ce qui le fait fonctionner, donc les stationnements pour les véhicules, les remorques, les cales de mise à l'eau, etc., etc. Et puis la dernière ambition, c'est la diversification, où effectivement on essaie de pousser des supports économiques dont on considère qu'ils seront pour le coup parfaitement résilients, quelle que soit la hauteur d'eau connue dans la retenue. C'est par exemple la mise en œuvre prochaine d'une pisciculture, où on va effectivement élever du poisson sur place, la pêche professionnelle étant interdite sur le lac, et donc par là même, au-delà des 5 à 10 emplois créés par la ferme aquacole, nourrir les filières de la restauration locale pour effectivement apporter une plus-value en termes de marqueur territorial et de développement économique sur notre espace. C'est faire que certains déchets, comme des bois flottés, qui sont par exemple arrivés en nombre conséquent cette année, ou des sédiments qui arrivent en volume considérable, soient transformés pour fabriquer un compost, on va dire ça comme ça, ce qu'on appelle terre de jardin, et soit puisse être commercialisé un peu partout dans la région sud-est. Et puis, pourquoi pas, c'est la création d'un chantier naval de construction traditionnelle en bois qui ne réclame pas effectivement une proximité permanente à l'eau, et donc qui pourrait effectivement être implanté sur nos rives. Pour finir, je vous dirais que... Oui, non, juste pour terminer, du coup, on passe au moins à la dernière intervention, qu'on ait le temps. Merci. C'est la dernière diapo. Simplement vous dire que cette approche très thématique, elle n'a pu avoir effectivement un écho favorable qu'à partir du moment où nous avons pu la territorialiser et sur des espaces communaux, sur des secteurs de rive, etc., agrégés notamment sur des cartographies, avec l'aide d'un architecte qui a été recruté en interne par notre établissement, donner à voir à nos décideurs ce à quoi pourraient effectivement demain ressembler des espaces, en agrégeant effectivement l'ensemble de ces ambitions thématiques qui, vous l'aurez compris, se complètent et doivent permettre à moyen terme de pouvoir être bien plus robustes face aux effets du réchauffement climatique qui malheureusement seront inévitables. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, je vais laisser la dernière intervenante, Fanny Faucon, pour sa présentation. Donc c'est parti. Donc je suis Fanny Faucon, je suis responsable du service énergie-climat au Pays Sud Toulousain. Alors d'abord, je vais vous présenter quel est ce territoire. Donc le Pays Sud Toulousain se situe en Haute-Garonne, au sud de l'agglomération de Toulouse. Il est composé donc de 3 communautés de communes. Cœur de Garonne, que vous voyez en vert, le Volvestre au milieu, et ensuite le bassin Haute-Rivin que vous voyez du coup en bleu.
Donc effectivement, c'est 3 EPCI et ces 3 EPCI rassemblent 99 communes et 100 000 habitants. Donc c'est vrai que par rapport à l'Hérault, je n'avais pas le... oui, non, pas par rapport à l'Hérault, par rapport du coup aux Alpes de Haute-Provence, j'avais pas le rapport, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc ce territoire, donc c'est un territoire rural. Effectivement, là, on quitte l'eau pour être plutôt au vert. Donc, c'est un territoire périurbain sur le nord et plutôt rural avec beaucoup d'agriculture, plutôt marquée par cette activité-là. Donc, le pays Sud Toulousain, maintenant, c'est un établissement public de coopération locale. Donc, c'est-à-dire qu'il rassemble en fait ces 3 communautés de communes et c'est un outil de mutualisation. Mutualisation sur plusieurs domaines. D'abord, la culture. Donc, on a une personne qui est en charge de développer tout l'aspect culturel sur le territoire. L'aménagement du territoire et l'urbanisme, avec le schéma de cohérence territoriale, et j'y reviendrai. De l'aide au financement de projets, donc on mobilise des fonds européens notamment pour les porteurs locaux, qu'ils soient privés ou publics. Le contrat local de santé, donc c'est axé sur l'accès aux soins et développer du coup l'implication des porteurs, des acteurs de la santé sur le territoire, puisqu'on est en déprise sur nos territoires ruraux par rapport à ça. Et enfin, donc le service climat-énergie qui s'occupe de toutes les thématiques autour de ça. Et pareil, j'y reviendrai en détail. Donc, le pays du Sud Toulousain, donc cet établissement public, donc il est composé d'un conseil syndical, c'est-à-dire ce sont des élus qui sont désignés par les communautés de communes, donc, et c'est l'organe délibérant, des vice-présidents, et on est une trentaine d'agents pour voilà, vous dresser le panorama. Alors, je vais essayer de vous faire une présentation en images du pays. Je vais laisser le film 1 ou 2 minutes juste pour que vous puissiez voir voilà, quelle est la campagne dans laquelle nous vivons, si ça veut bien fonctionner. Alors, ça, c'est la pub. Ah, pardon. Donc, ça n'a pas marché. Je recommence. Comme c'est sur YouTube, forcément. Bon, ça marche pas. Tant pis pour la présentation en images. De toute façon, il y aura le lien, je pense, dans le support. Donc, c'est loupé pour ce coup-là. Donc, maintenant, j'en viens du coup au cœur du sujet. Donc, pour nous, la question de l'eau est traitée dans plusieurs documents, documents cadres. Mais ce qui a été, on va dire, l'endroit par lequel on l'a pris, c'est le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de l'eau sur notre territoire? Donc, on a un plan climat qui a été du coup adopté en 2020 et qui court pendant 6 ans, donc jusqu'en fin 2026. Donc le plan climat, ça a été finalement, c'est exactement les mêmes mots que l'intervenant précédent, c'est-à-dire qu'on est là, c'est un plan pour atténuer le changement climatique, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'y adapter. Donc, dans le cadre de ce plan climat, on a fait un diagnostic et on a identifié qu'on était un territoire vulnérable par rapport à l'eau. Sur plusieurs points. D'abord par rapport à la dégradation de la qualité de l'eau, l'accentuation aussi des tensions par rapport aux différents usages, et également on est vulnérable par rapport à la production d'eau potable. Une fois qu'on a fait ce constat, il y a plusieurs acteurs effectivement qui travaillent sur le sujet. Sur notre territoire, c'est une trentaine d'acteurs qui se partagent la compétence de l'eau.
donc que ce soit les porteurs de SAGE, schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, voilà, que ce soit les syndicats de gestion de l'eau potable et d'assainissement, certaines communes qui le font en régie, et d'autres, on a des syndicats qu'on appelle GEMAPI, gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc, cette question technique est très découpée. Et donc, comment est-ce qu'on la travaille finalement par rapport au SCOT, donc au schéma de cohérence territoriale? Donc, ce schéma, en fait, est un document de planification et d'aménagement du territoire à 20 ans. Et chez nous, il est en révision. Et la question qui se pose par rapport à l'eau et qui se pose aux élus, du coup, c'est comment est-ce qu'on va concilier l'accueil de la population et notre vulnérabilité par rapport à la ressource en eau. Donc, on s'est dit que c'était avec l'autre service qui s'occupe du SCOT. Donc, on s'est dit que ce serait très important là de ne pas louper le coche pour sensibiliser les élus qui vont travailler sur cette question-là dans le SCOT à la question de la ressource en eau et de sa vulnérabilité. Donc, on a eu la chance d'être donc en lien avec le SMEAG, qui est un syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, qui porte le fameux SAGE en grande partie sur notre territoire, mais on en a d'autres. Mais donc on était en relation avec ce syndicat. Et il nous a proposé, avec le CPIE des Terres toulousaines, donc c'est également une structure d'éducation à l'environnement, oui. Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Ouais. Ah oui, d'accord, pardon. Comme je ne vous vois pas du tout, et j'ai cru entendre quelque chose. Donc, ils nous ont proposé en fait d'être territoire d'expérimentation pour un programme qui s'appelle On passe à l'acte. Donc, c'est action commune de territoire sur l'eau. Donc, c'est un programme expérimental qui vise à mobiliser un public cible pour travailler une question autour de l'eau et ensuite essayer de transformer l'essai en action. Et donc, dans ce cadre-là, donc on a fait on a été territoire d'expérimentation et on a pu travailler avec l'outil trajectoire eau et climat. Et en fait, c'est vraiment le cœur en fait de cette présentation. Donc, la Water Family, qui est donc une association aussi de sensibilisation à l'environnement et au développement durable, axée sur l'eau notamment, nous a proposé, pour sensibiliser les élus, d'utiliser leur outil qu'ils ont développé en interne, qui s'appelle donc Trajectoire eau et climat. Donc, quel est cet outil ? C'est comme une fresque de l'eau, on va dire, qui est complètement adaptée au territoire. C'est-à-dire que si vous voyez donc sur la photo, alors on ne le voit pas très très bien, mais ce qui est en vert, en fait, c'est la représentation du bassin versant sur lequel le territoire se situe. Donc, on voit l'agglomération toulousaine et jusqu'aux Pyrénées. Et ensuite, il y a tout un jeu de cartes pour du coup travailler sur les différents cycles de l'eau, le grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau. Et ces jeux de cartes, en fait, ils ont été adaptés au territoire, c'est-à-dire les quantités d'eau prélevées, notamment. Enfin, voilà, il y a tout un tas de chiffres que l'on a extraits, des données dont nous disposions sur le territoire. Également, les photos sur certaines cartes sont adaptées par rapport au territoire. C'est nous qui les avons fournies. Donc, l'intérêt de cette... donc, comment ça se passe, pardon, cette fresque. Donc, il faut compter à peu près 3 heures pour pouvoir faire un atelier comme ça de sensibilisation. Donc, la fresque se déroule en 3 grands temps. Donc, d'abord, les participants travaillent en fait sur quels sont les cycles de l'eau, donc à travers les cartes, en fait, comme les fresques. Ensuite, on identifie quels sont les impacts des activités humaines et du changement climatique par rapport à la ressource en eau. Et enfin, on identifie quelles sont les pistes et les leviers d'action que l'on peut du coup mobiliser pour répondre aux différents enjeux.
Donc, comment est-ce que nous, on a utilisé cet outil? Comme je vous l'ai dit, notre enjeu pour nous, c'était de sensibiliser les élus qui travaillent sur l'aménagement du territoire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des rencontres de l'eau. Donc, on a fait un moment fort là-dessus. On a identifié 2 temps particuliers. Un premier temps avec l'atelier justement sur l'outil Trajectoire eau et climat. Donc, on a explicitement dit qu'on allait travailler sur la ressource en eau et les risques du changement climatique sur le territoire, que c'était un moment ludique et en même temps pédagogique pour monter en compétences. Et ensuite, il y a eu un deuxième temps, donc c'était 1 ou 2 semaines plus tard, avec là plutôt les élus qui travaillent sur le SCOT et du coup pour décliner en fait ce qu'on avait pu voir à travers cet outil-là dans le SCOT proprement dit. Donc là par contre c'était une réunion de décision de la part des élus pour savoir quel curseur, quelle ambition ils allaient intégrer dans le SCOT. Donc, ça a bien fonctionné cette stratégie puisqu'on a eu 36 participants à l'atelier, en dehors des intervenants et des personnes qui gravitent autour de l'organisation. 17 élus, 9 membres du CODEF, donc c'est le Conseil de développement. Donc c'est une instance réglementaire pour les communautés de communes, de représentation de la société civile qui donne des avis en fait sur les politiques en général. Et on a eu aussi 10 partenaires extérieurs. Donc, ces partenaires, en fait, ils sont très divers. Donc, il pouvait y avoir, par exemple, le conseil départemental, la chambre d'agriculture, il pouvait y avoir des syndicats de gestion de l'eau, enfin, voilà, plusieurs des associations naturalistes, enfin, voilà, tous les partenaires que l'on a l'habitude d'inviter dans les différentes réunions, notamment autour du SCOT. Donc, pour tirer un bilan en fait de cet outil et de à quoi ça nous a servi. Donc, premier point, alors j'ai mis ça en premier, mais j'aurais peut-être pas dû, bon, c'est pas grave. Les difficultés rencontrées, mobilisation du grand public. Alors, comme je vous ai dit précédemment, en fait, là vous voyez une autre photo où on a fait une deuxième édition en fait de cet outil, de cet atelier. Et là, par contre, c'était vraiment en direction du grand public. On s'était inscrit dans le cadre de la fête de la nature en mai. On avait été relayé par le programme de la structure qui nous accueillait, qui avait un programme un peu copieux, donc qui avait l'habitude enfin voilà, qui est identifié très clairement sur le territoire. Et on a eu une seule table, donc avec quand même quelques personnes qui étaient gravitées autour du pays. Donc là, on a été assez déçus. On a eu de difficultés donc pour arriver à mobiliser le grand public et à l'intéresser au sujet. Ensuite, par rapport à l'outil en tant que tel, quelques points de vigilance. Donc, c'est que ça nécessite un peu de temps pour collecter différents chiffres, les photos du territoire, etc., pour pouvoir l'adapter réellement au territoire. Et c'est ce qui en fait tout son intérêt. Donc, voilà, il faut l'avoir si cet outil vous intéresse. Est-ce que vous aimeriez le développer sur votre territoire? Un autre point de vigilance, c'est que les chiffres qui sont intégrés doivent être solides parce qu'ils sont assez disputés pendant les tours de table. En fait, ils peuvent être remis en question parce que parfois, ces chiffres sur le prélèvement en eau, notamment, nous, par exemple, c'était le prélèvement en eau de l'agriculture qui est énorme. Là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, a interpellé fortement. Certains n'y ont pas cru. Donc, c'est très important d'être sûr de ses sources. Et par rapport donc aux intérêts de cet atelier, donc, comme je dis, c'est le fait qu'il soit adapté au territoire, c'est très important parce que les gens peuvent se projeter, donc identifier très clairement quels sont les enjeux sur leur propre territoire. Et donc, voilà un des premiers points. Ensuite, le fait qu'on ait une diversité d'acteurs
acteurs qui se parlent, qui interagissent, qui se parlent et qui interagissent. Qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de se parler autour d'un sujet en particulier. Et ensuite, il y a le fait que chaque personne qui arrive aussi avec, c'est un peu le principe de l'intelligence collective et des fresques, arrive avec ses propres connaissances. Et finalement, même par exemple, des participants qui sont déjà dans le sujet, sont des élus qui connaissent bien le sujet, en ressortant m'ont dit j'ai appris aussi des choses. Ça veut dire que voilà, chacun amenant aussi son niveau de connaissance, finalement, voilà, il n'y a pas de frustration de la part des personnes qui repartent voilà, ou qui se diraient non, moi je connais tout sur le sujet, en fait, finalement non. Et voilà, ça reste quelque chose de très dynamique, ludique aussi, donc on est la plupart du temps, mais ça passe finalement, les 3 heures passent assez vite. Et ce qui est très intéressant aussi à la fin, c'est de voir qu'il y a quand même une prise de conscience des solutions, de l'ensemble des solutions. Il y a beaucoup de solutions à mettre en place et que elles sont quand même globalement accessibles. Donc voilà, les gens ne repartent pas le moral en berne. Donc ça, c'est quand même très important si on veut qu'il y ait du passage à l'action derrière. Donc, c'est un outil qui est tout à fait réplicable. Voilà, donc il est porté par la Water Family. Et ensuite, une fois que vous adaptez avec votre territoire, vous pouvez très bien le faire avec tous les publics que vous voulez. Mais l'intérêt, ça va être, enfin, en fonction de ce que vous voulez en faire, ça sera de mixer les publics. Et voilà, et donc ce que je peux dire en conclusion, c'est que recommandons parce que nous allons nous tenter en tout cas de le reproduire et de l'utiliser davantage. Merci beaucoup. On peut faire juste 2-3 minutes de questions avant de se quitter pour ceux qui ont le temps. J'ai vu notamment pour Madame Muller qu'il y avait une question concernant l'interdiction de forage. Y a-t-il des vérifications sur le terrain? Alors, c'est là où le bas blesse, c'est que souvent les communes, alors il y a quand bien même il y a une obligation de déclarer le forage, ils ne sont pas tous déclarés. Et effectivement, les contrôles de la DTM ne sont pas assez fréquents pour effectivement neutraliser ces nouveaux forages sauvages ou régularisation de forage. Donc, en théorie, oui. En pratique, pas assez encore. Mais il y a tout un travail qui est fait par le SMETA, justement, au niveau national, avec la profession des foreurs, pour encadrer mieux la réalisation des forages et tout le suivi, justement, aussi de ces équipements. Ça, c'est intéressant au niveau national aussi à suivre. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour les intervenants? Il y avait une question de Mme Chargosien aussi. Pourquoi les palmiers sont-ils menacés? C'était pendant l'intervention de Mme Muller. Ah ben nous, on a un papillon qui est en train de décimer tous les palmiers. Donc, certaines communes ou certains campings continuent d'en planter, ou même des particuliers. Mais bon, il faut quand même savoir qu'à terme, on ne pourra pas toujours traiter, et ça coûte très cher. Et je crois qu'il faut se résoudre à les remplacer par des essences qui seraient plus locales, parce que ce n'est pas une essence endogène en plus. Donc en fait, ça donne l'image de la Californie, voilà, mais c'est qu'une image. Il y a des espèces beaucoup plus méditerranéennes à implanter chez nous. Merci à tous nos intervenants et merci à tout le monde d'avoir suivi ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si jamais vous avez des questions a posteriori. Je vous mettrai en relation avec les intervenants. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.